Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. De ce match d'hier soir, la presse marocaine en parle ce matin oui, déjà. Beaucoup, car c'est le fin de parcours donc pour les Lions de l'Atlas. Dans cette compétition, l'aventure s'arrête, mais le rêve continue. Titre le collimateur, le rêve de pouvoir un jour décrocher ce fameux trophée. C'est donc brisé sur une nouvelle défaite contre la France et comme durant le dernier mondial au Qatar, même résultat, 2-0. Un rêve qui paraissait pourtant possible face au parcours jusque-là remarquable des Lions de l'Atlas et surtout grâce à un gardien héroïque comme on le voit sur l'image, Yacine Bounou. Bounou, comme d'autres joueurs comme Ayoub Boadi, raconte le 360 Sport qui repartent triste et frustré. Le jeune milieu de terrain a évoqué une rencontre difficile face aux Bleus, mais il clôture par le fait que finalement, c'est ça, le foot, c'est le jeu et comme on peut gagner, il faut aussi s'attendre malheureusement à perdre. Un match donc perdu face à la France, un mur bleu que n'a pas pu franchir le Maroc. C'est ce que nous partage aujourd'hui le desk dans son analyse. Il décrit aussi un Maroc affaibli qui a buté sur la puissance française. Un Maroc donc affaibli par le manque de joueurs clés qui étaient blessés comme Aguerd, Ezelzouli ou Saibari. Une saignée donc à ce stade de la compétition, insiste l'article. Et au bout du compte, le Maroc se retrouve sans réel attaquant avec une défense affaiblie et un milieu de terrain totalement asphyxié par la France et forcément sans récupération de balles. Impossible de lancer des contre-attaques. Condamnés donc à jouer beaucoup trop bas, les Lions de l'Atlas n'ont quasiment pas franchi la ligne médiane de toute la première mi-temps avec un premier tir cadré signé Ounahi qui n'a eu lieu qu'à la 83e minute. Mais si la victoire n'est clairement pas pour 2026, sera-t-elle bien là pour 2030 ? Du moins telle qu'elle se projette déjà dans cette échéance qui arrive, on le sait, à grands pas et qui se jouera en partie dans le Royaume avec une équipe aujourd'hui dont les performances sont louables et ne sont plus le fruit du hasard. 4 ans donc pour soigner les failles, retrouver le moral et décrocher cette fois-ci la fameuse coupe tant rêvée. La presse s'intéresse aussi à la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a débuté une tournée en Afrique cette semaine avec un arrêt dans 3 capitales. Lundi et mardi à Addis Abeba, mercredi à Niamey et hier, jeudi, donc à Maputo. Alors, quelles sont les priorités de cette nouvelle tournée diplomatique ? C'est ce que nous essaie de nous expliquer Afrique Info. Alors d'abord, Addis Abeba, on le sait, c'est le siège de l'Union africaine. Moscou a officialisé des consultations institutionnelles qui seront désormais annuelles, directement cette fois-ci avec l'Éthiopie. C'est un renforcement de la coopération industrielle avec la construction notamment d'une centrale nucléaire qui a été actée, en plus de partenariats dans différents secteurs comme la métallurgie, les mines. Et donc, ça s'est aussi intensifié avec l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS+. Aussi, à Niamey, cette fois-ci, c'est un échange qui a eu lieu principalement avec les pays de l'AES. Le soutien militaire a été réaffirmé, en plus de la coopération sur des projets concernant les liens humains et commerciaux entre les deux partenaires. Enfin, à Maputo, cette fois-ci, 2 enjeux ont été discutés. D'abord, la lutte contre le terrorisme et aussi les dossiers sur l'énergie avec le géant russe Rosneft qui détient des licences d'exploitation en partenariat, précisons-le, avec ExxonMobil qu'il cherche précisément à consolider. C'est donc une tournée aussi, précise l'article, en amont du sommet entre l'Afrique et la Russie qui sera prévu en octobre à Moscou. Une tournée aussi qui insiste en particulier sur un point, augmenter les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain. C'est ce que nous précise aujourd'hui APA News et APA News qui revient sur un chiffre en particulier, 27 milliards de dollars. Et oui, c'est la totalité de ce que pèse le commerce, les échanges commerciaux entre les deux partenaires et c'est jugé aujourd'hui beaucoup trop faible. Alors l'ambition affichée a été claire, elle est celle de doubler ce chiffre-là d'ici à peine 2027. Et pour le président de la Commission de l'Union africaine que l'on voit ici serrer la main du ministère des Affaires étrangères russe, l'idée aussi c'est qu'il faut dépasser aussi toutes ces simples intentions pour aller vers des investissements clairs, concrets dans l'énergie, la santé ou encore l'agriculture. Sergueï Lavrov, qui durant sa tournée, notamment au Niger, a soulevé le fait que l'Afrique aujourd'hui est engagée dans un processus global de réappropriation de leurs richesses minières et énergétiques. Il considère même que c'est une sorte de nouvel éveil pour mieux
mieux contrôler les ressources africaines, une sorte de rupture nette avec l'ancien modèle colonial où les matières premières étaient exportées brutes sans laisser la moindre retombée locale. En somme, par cette tournée actuelle, Moscou veut se positionner donc comme un partenaire privilégié pour participer à cet ensemble de transition de valeur, de la chaîne de valeur de l'industrie africaine. La presse nous dit aussi que les frontières européennes sont paralysées alors qu'on est en pleine saison estivale. Des frontières qui peuvent même rendre l'été infernal dans les aéroports. Du moins, c'est la question que se pose aujourd'hui Atlantico. Alors, pour cause, ce nouveau système européen de contrôle aux frontières qui impose aux voyageurs non européens une première inscription biométrique qui provoque actuellement des files d'attente immenses. Et les conséquences, le problème, c'est que ce n'est pas que le temps perdu, mais surtout un risque économique majeur, d'abord pour les compagnies low cost, dont la rentabilité repose aujourd'hui sur des rotations d'avions ultra rapides. Et donc le retard d'un vol se répercute en cascade sur toute la journée, générant de lourds surcoûts opérationnels et surtout des indemnités à verser aux voyageurs. Un problème que l'on retrouve aussi au niveau des ports, ajoute RFI. Et donc aujourd'hui, les ports comme les aéroports plaident pour une suspension de cette mesure. On le sait alors que la Commission européenne quand même s'est dite aujourd'hui prête à lâcher du lest, mais seulement après l'été. Et pourtant, précise l'article, l'Europe veut même aller plus loin et appliquer une nouvelle couche réglementaire, l'ETIAS, un nouveau système d'autorisation de voyage inspiré de l'ESTA américain, un système donc qui obligera les voyageurs non européens exemptés de visa à s'enregistrer en ligne et à payer 20 € pour une autorisation d'entrée sur le territoire européen qui va durer 3 ans. Des voyages donc à l'étranger qui se compliquent face cette fois-ci à des Marocains qui, eux, se tournent vers le tourisme interne et qui même, comme le précisent les Échos, redessinent la carte de leurs vacances d'été. Alors, l'article précise que le Nord reste évidemment la locomotive de cette industrie, mais il y a aussi l'essor de nouvelles destinations plus nature, plus authentiques, moins connues, comme les plages préservées de Oued Laouz, Tehadj, Bra ou même Dakhla, actuellement qui montent en puissance, mais aussi de nouvelles villes qui attirent, comme les Reish ou Ouezzane. Donc, la dynamique des vacances change également. Fini le dodo plage, mais le nouveau profil des vacanciers veut aujourd'hui des expériences immersives liées à l'écotourisme, des randonnées, du kayak, du paddle. Et l'idée, c'est de plus découvrir le terroir marocain. Pourtant, précise l'article, le secteur peine encore à atteindre son plein potentiel car le prix reste un facteur déterminant et face à des offres aujourd'hui en termes de coût et de qualité qui ne s'alignent pas toujours aux bourses marocaines. L'idée, c'est donc de répondre à cette problématique pour faire redécoller le secteur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2026. Quel autre 10 juillet peut-on retenir dans l'histoire ? Alors Rachid, je vais vous raconter l'histoire d'un homme dont l'excentricité a donné quand même naissance à l'une des plus grandes inventions de notre siècle. Nous sommes le 10 juillet 1856 et ce jour-là naît Nikola Tesla, l'un des plus grands génies de l'histoire des sciences, car Tesla n'était pas un inventeur comme les autres. Et oui, il parlait 8 langues, il possédait une mémoire photographique et surtout, il construisait ses inventions dans sa tête. Pas besoin de plan, pas besoin de maquette. Il visualisait chaque détail avant même de passer à la fabrication. Et au cours de sa carrière, il va déposer près de 300 brevets. Et son invention la plus célèbre reste le courant alternatif, un système capable de transporter l'électricité sur de longues distances. Et c'est encore celui qui alimente aujourd'hui nos maisons, nos villes et nos industries. Et son rêve va aller même encore plus loin, l'idée de transmettre l'énergie et l'information sans fil à toute la planète. Une idée jugée folle à son époque, mais qui annonce déjà le Wi-Fi, les communications sans fil ou encore les smartphones. Une idée folle donc qui ne lui rapportera pourtant rien du tout, car il va mourir seul dans une chambre d'hôtel à New York en 1943. Et pourtant, son nom va connaître une seconde vie. En 2003, une jeune entreprise de voitures électriques choisit de s'appeler tout simplement Tesla. Et oui, aujourd'hui, entreprise propriété d'Elon Musk, et même son célèbre logo en forme de T n'a pas été choisi au hasard. Il représente une section du moteur électrique imaginée par Nikola Tesla. Le 10 juillet 1856 marque donc la naissance d'un génie parfois incompris devenu un siècle plus tard le symbole même de l'innovation. Nikola Tesla qui avait déjà imaginé les grands bouleversements du siècle suivant. Merci beaucoup, Mme Kokaina. C'était la revue de presse.